It's some music that we all should dig. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio LFIM pour cette première édition Sciences Po Lycée, l'émission politique et géopolitique faite par les jeunes et pour les jeunes. Moi-même, Monsieur Tsivatou, suis en compagnie de 3 élèves et collaboratrices passionnées et spécialistes de sciences politiques, Sophia, Abla et Safia. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Aujourd'hui, ensemble, nous allons plonger dans le monde de Julian Assange, Irène Frachon ou encore Chelsea Manning et bien d'autres, toutes celles et ceux ayant osé parler pour faire entendre la vérité et promouvoir la transparence, souvent désignés sous le nom de lanceurs d'alerte. Nous sommes pour cela en compagnie de Jean Stern, journaliste à Orient 21, qui nous fait l'honneur de sa présence. Jean Stern, bonjour. Bonjour. Considérés par les uns comme des héros au service de la vérité et la justice, par les autres comme des opportunistes cherchant à tirer profit de leurs révélations, les lanceurs d'alerte soulèvent des questions éthiques complexes sur la loyauté, la transparence et la responsabilité. Nous allons parler de tout cela ensemble, bien entendu, mais premièrement, Jean Stern, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à mon élève Abla, qui va vous présenter plus en détail. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour à vous, Monsieur Stern. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Vous êtes journaliste au comité de rédaction du journal Orient 21 et vous écrivez également des articles pour Afrique 21. Vous avez effectué une grande partie de votre carrière au journal Libération, puis à La Tribune, ainsi qu'à la chronique d'Amnesty International, ONG agissant pour les droits de l'homme et regroupant plus de 10 millions d'engagés pour cette même cause, engagement sur lequel nous ne tarderons pas de revenir. Vous avez couvert les événements de la révolution de velours à Prague, en Tchécoslovaquie, en documentant ces jours précédant la chute du Parti communiste tchécoslovaque et de peu celle du rideau de fer également, dans cette zone d'influence soviétique à l'époque. Vous êtes également auteur de nombreuses œuvres comme Les patrons de la presse nationale, Tous mauvais, ou encore Canicule, en souvenir de l'été 2003. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir un invité avec un tel bagage. Nous aurions donc quelques questions à vous poser concernant votre parcours professionnel, puisqu'il pourrait nous être intéressant de nous inspirer de ce dernier si l'un ou l'une d'entre nous a les mêmes ambitions que vous. En parlant de cela, en tant que journaliste qui vous êtes engagé auprès d'Amnesty International, vos ambitions seraient donc d'abord de garantir les droits fondamentaux de l'homme et la liberté d'expression en particulier. Est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage sur ces ambitions et ce qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui ? Comment devient-on journaliste finalement ? On devient journaliste tout simplement parce qu'on est curieux. C'est la curiosité des choses du monde, la curiosité du monde qui nous en tire, la curiosité de comprendre comment le monde qui nous entoure fonctionne, qui, en ce qui me concerne en tout cas, m'a conduit au journalisme, puisque l'idée du journalisme, c'est d'abord d'observer et de raconter aux autres le monde tel qu'il est ou les événements du monde tels qu'ils se sont produits. Et donc, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui se passait autour de moi. Et le journalisme, ça commande, si j'ose dire, par les événements de la famille, qui est le premier cercle dans lequel vous allez grandir, pousser, des personnages qui peuvent être des personnages souvent mythiques dans la vie de votre famille, votre grand-mère qui a eu tel parcours, votre grand-père qui a eu tel parcours, votre père qui a tel métier. Bref, tout ça fait que le journalisme va se nourrir de la famille, et puis ensuite, ce qui va m'amener à des combats plus larges, c'est la découverte du monde. Et la découverte du monde, Amnesty International, comme organisation internationale, couvre un certain nombre d'injustices qui sont importantes sur cette planète, en particulier des injustices qui sont liées au non-respect du droit. Et c'est le deuxième point qui est très important dans mon engagement de journalisme, c'est le droit. C'est-à-dire que le droit local, le droit des sociétés, le droit international, c'est-à-dire le droit des pays à vivre ensemble, à se partager cette planète qui est si menacée aujourd'hui, ce droit m'a toujours intéressé. Et le journalisme, c'est aussi un métier qui finalement est assez proche de celui d'avocat. C'est-à-dire que nous devons toujours prendre le parti des plus faibles contre les plus forts, des opprimés contre les oppresseurs, des fragiles contre les forts. Et ce métier-là de journaliste vous permet, à différentes époques et de différentes manières, selon la façon dont vous allez le pratiquer, plus dans votre pays, faire de la politique, de l'économie, de la culture, même plus international, faire du reportage, de la chronique diplomatique. Donc, quelle que soit la manière dont vous allez le pratiquer, faire de la presse écrite, faire de la radio, faire de la télévision, faire de l'Internet, vous allez toujours vous confronter à ce qui est le réel et à la manière dont vous allez avoir envie de le raconter.
D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Vous nous avez éclairé, concernant vos engagements et on voulait vous demander si cet engagement dans Amnesty International, il était lié par ailleurs à l'intérêt que vous portez pour les lanceurs d'alerte, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Mais je dirais que c'est le contraire. C'est l'engagement dans Amnesty International qui m'a conduit à m'intéresser au sujet des lanceurs d'alerte, parce que le sujet des lanceurs d'alerte, on va en parler plus en détail, mais recouvre un certain nombre de choses sur lesquelles moi je m'intéresse beaucoup à titre personnel depuis quelques années, c'est-à-dire d'abord la liberté individuelle, ensuite qu'est-ce que c'est que l'intérêt général, qu'est-ce que c'est que le bien commun, et enfin, et surtout, en ce qui me concerne, le respect des libertés, le respect des libertés individuelles. Or, on voit que les lanceurs d'alerte, dans ce qu'ils ont représenté depuis une vingtaine d'années, on en reparlera tout à l'heure, représentent beaucoup de défenseurs et de défenseuses, puisqu'il y a un certain nombre de femmes, de la liberté. Et donc, c'est comme ça que je me suis amené à m'intéresser à eux, parce que ces gens-là défendaient la liberté et que je voyais que pour cette défense de la liberté, ils étaient victimes au mieux d'opprobes sociales et de critiques féroces, au pire de prison, de déportation et pour beaucoup d'entre eux d'exil. L'exil n'est pas seulement une notion théorique. Hein. L'exil, ça veut dire que vous allez partir dans un autre pays, vivre autrement, avec des gens qui ne sont pas vos proches, qui ne sont pas vos amis, qui ne sont pas vos familles, pour une durée indéterminée. Quand Snowden est parti en exil en Russie, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, on ne savait pas combien de temps Snowden allait rester en Russie. Or, il y est toujours. Et l'alternative de Snowden, s'il n'est pas en Russie, c'est la prison. S'il retournait aux États-Unis dans son pays, ou si même il allait dans un pays proche des États-Unis, je pense en particulier à mon pays qui est la France. On a plusieurs fois fait des campagnes en France pour demander l'asile et pour Snowden, sans aucun succès. On a fait des campagnes et ces campagnes n'ont pas eu de succès. Donc si Snowden venait en France aujourd'hui, il pourrait être arrêté et probablement extradé vers les États-Unis, ou le risque des États-Unis pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire lancer des alertes, on y reviendra également, c'est la prison à vie, à vie. Hein. Donc quand vous êtes jeune, Snowden, il a une petite quarantaine d'années, l'idée d'aller en prison en vie pour juste avoir défendu l'intérêt public ou ce qu'il considère être à ses yeux comme l'intérêt public, vous reconnaîtrez que, comme on dit en français, c'est assez fort de café. Merci beaucoup pour votre réponse. Vous nous avez détaillé ce qui vous a mené à vous intéresser aux lanceurs d'alerte et on ressent quand vous parlez une certaine forme de compassion envers ces derniers. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi si c'est lié à votre formation? Est-ce que vous ressentez une proximité vis-à-vis des lanceurs d'alerte? J'ai une formation extrêmement classique du point de vue de l'éducation nationale française, puisque j'ai fait les classes préparatoires, ce qu'on appelle Hippocagne et Cagne, et qu'ensuite j'ai fait une école de journalisme qui s'appelle le Centre de formation des journalistes, qui est basé à Paris et qui existe toujours, et qui a d'ailleurs des secteurs internationaux, donc qui vous est ouverte si c'est des carrières qui peuvent intéresser vous ou certains d'autres élèves des lycées français qui écouteront l'émission qu'on est en train de faire. Donc, vous avez la possibilité là. Mais disons que dans ces études que j'ai faites, ces études littéraires d'abord, puis journalistiques ensuite, m'ont donné, oui, beaucoup d'envie de voyager, de découvrir le monde, de me battre contre l'arbitraire, et surtout, si vous voulez, de comprendre. Et ça, c'est très long, c'est à l'échelle d'une vie dont je vous parle. J'ai 66 ans aujourd'hui, donc je vous parle à l'échelle d'une vie. Il y a des choses dans le fonctionnement des sociétés que vous mettez des dizaines d'années à comprendre. Hein. C'est très long. Faut pas croire que parce que vous allez les étudier, vous allez les comprendre. Non. Le fonctionnement, par exemple, du capitalisme moderne en ce moment, c'est-à-dire du capitalisme financier mondialisé, comment il fonctionne, quels sont ses rythmes, quels sont ses flux, quels sont ses mécanismes. C'est quelque chose de très compliqué à comprendre et sur lequel, d'ailleurs, il y a de nombreux lanceurs d'alerte qui nous ont alertés sur des pratiques évidemment frauduleuses d'institutions financières à travers le monde, dans les pays qui, d'ailleurs, sont souvent des pays très concernés par
par les flux financiers. Je pense en particulier à un pays qui est très proche de la France, qui s'appelle le Luxembourg. Merci à nouveau pour cette réponse. On a parlé justement de lanceurs d'alerte, on a un peu introduit la notion. Est-ce qu'on pourrait désormais tenter de clarifier cette image ou cette définition pour nous, élèves de HGGSP, mais aussi pour nos auditeurs et auditrices? Je vais me permettre de la définir. Un lanceur d'alerte est une personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, divulgue des informations confidentielles dans le but de prévenir l'opinion publique contre une potentielle menace à laquelle elle pourrait faire face ou à laquelle elle ferait déjà face. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette définition? J'insisterai sur deux mots. J'insisterai sur lanceur d'alerte, donc sur le verbe alerter. Alerter, ça veut dire, il y a une expression en français qui dit sonner le tocsin. Sonner le tocsin, ça veut dire faire sonner très fort les cloches des cathédrales qu'il y avait dans toutes les grandes villes occidentales à partir du Moyen-Âge, faire sonner très fort les cloches pour alerter la population. Et c'était pour alerter la population sur des dangers qui étaient visibles. Par exemple, un incendie dans un quartier. On sonnait le tocsin et toute la ville savait que comme ça, un des quartiers de la ville pouvait brûler. Ça pouvait être l'arrivée d'une délégation. Ça pouvait être l'annonce de l'exécution d'un prisonnier ou d'une prisonnière. Bref, il y avait toutes sortes de manières d'alerter à travers le tocsin. Et d'une certaine manière, l'histoire des lanceurs d'alerte est liée, en tout cas si on la regarde d'un point de vue français, est liée à l'histoire de l'humanité. Je vais vous en donner 3 exemples qui sont intéressants parce qu'ils sont historiquement français. Le premier exemple, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, vous la connaissez peut-être. Il faut faire la guerre, c'est la guerre de 100 ans, c'est le Moyen-Âge en France, c'est le XIVe siècle et le début du XVe siècle. Et donc, Jeanne d'Arc va prendre la tête d'une croisade, au sens propre du terme, pour prévenir les Français de ce que les Anglais s'apprêtaient à faire subir à ses yeux au peuple français. Et donc, Jeanne d'Arc, on a dit qu'elle a entendu des voix qui étaient supposément des voix de Dieu. Elle a transmis ces voix de Dieu, mais c'était des voix de Dieu qui étaient sur des réalités très prosaïques, puisque c'était la guerre et les dangers de la guerre qui menaçaient le royaume des Francs, puisque c'était à l'époque comme ça qu'on appelait la France. Eh bien, Jeanne d'Arc a joué un rôle de lanceur d'alerte, elle a alerté les Français sur les dangers d'une guerre et ça lui a valu la peine de mort. Vous avez ensuite un écrivain qui s'appelle Émile Zola et qui, lui, a publié, donc ça c'était en 1898, il a publié un texte à la une d'un grand journal de Paris qui s'appelait J'accuse et qui était pour dénoncer, alerter, là encore une fois, l'opinion publique sur ce qu'il considérait être une machination contre le capitaine Dreyfus qui avait été exclu de l'armée française et envoyé au bagne à Cayenne, en Amérique du Sud. C'était à l'époque, et c'est toujours d'ailleurs, une possession française. Émile Zola, très grand écrivain français, un des plus grands écrivains français, va publier à la une d'un journal, l'Aurore, un cri du cœur qu'il va appeler « J'accuse ». Ce mot « j'accuse », il est très clair, c'est-à-dire qu'il correspond tout à fait à la fonction des lanceurs d'alerte de dénoncer des situations qui ne sont pas admissibles et d'accuser les auteurs ou les autrices de situations qui ne sont pas admissibles. Le troisième exemple, il est beaucoup plus récent. Et il est, je le cite, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement. Donc, ça veut dire que la question des lanceurs d'alerte est une réalité finalement qui est très proche de nous. C'est un chercheur français, lui aussi, André Cicolella, qui était biologiste, chimiste, et qui avait alerté sur un certain nombre de dangers, notamment pour les enfants,
de l'utilisation d'un certain nombre de solutions chimiques dans des produits d'usage courant et des médicaments, en particulier un produit qu'on appelle l'éther de glycol. L'éther de glycol. André, à la fin des années 90, c'est-à-dire il y a moins de 30 ans, comme chercheur, découvre les dangers de ce produit, alerte l'opinion autant que faire se peut, et qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui va être dénoncé. Il va perdre son travail, il va être victime de campagnes de diffamation, on va dire il est fou, il raconte n'importe quoi. Voilà. Et ça, cette personne donc, que j'ai connue s'est retrouvée très isolée pendant plusieurs années, et tout le monde pensait qu'il était fou. Et en fait, ses recherches, ses travaux, puisqu'il était chimiste biologiste, c'était son métier, il a prouvé par A plus B qu'il avait raison. Et il avait raison contre qui? Il avait raison, d'une part, contre les producteurs de produits d'entretien et de produits ménagers, qui sont des groupes immenses à l'échelle de la planète, immenses, d'une richesse phénoménale dans les premiers groupes mondiaux. Les femmes utilisent les mêmes lessives, les femmes et les hommes, puisqu'on peut utiliser des lessives, en Amérique du Sud, au Proche et au Moyen-Orient, en Asie, en Europe. Donc ces groupes sont surpuissants. Donc ces ennemis, c'était les grands groupes et c'était l'État qui ne voulait pas reconnaître ces erreurs d'évaluation d'une certaine manière des risques sanitaires pour ce produit qu'est l'éther de glycol. Et donc, André s'est retrouvé à l'âge de 45 ans, seul, sans emploi, déconsidéré d'un point de vue professionnel et scientifique, passant pour, comme on dit familièrement en français, un charlot. Monsieur Cicolella, un charlot. En fait, c'est lui qui avait raison. Il avait raison contre les multinationales, il avait raison contre les gouvernements, il avait raison contre tout le monde. Donc, dans les années suivantes, on l'a mis dans un nouvel institut qu'a créé le gouvernement français de veille et de protection sanitaire pour les citoyens et les citoyennes, mais ça a été un véritable renversement de tendance et ça s'est produit à un moment où les lanceurs d'alerte apparaissaient de plus en plus, non seulement en France, mais dans la plupart des grands pays occidentaux, en particulier aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne et tout, parce qu'aussi, on se rendait compte que, si j'ose dire, la vilainie, les comportements douteux d'un certain nombre de grands groupes, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur de la production industrielle, que ce soit évidemment et surtout et peut-être d'abord dans le secteur financier, et bien que l'ensemble de ces pratiques étaient délictueuses, irresponsables et même dangereuses pour l'humanité. Donc, vous voyez ces trois figures, Jeanne d'Arc, Émile Zola, André de Cicolella, pour un passé récent, illustre tous les trois, ces trois personnalités, illustrent la volonté de toute façon d'aller contre les vérités qui sont les vérités, comme on dit, établies. Jeanne d'Arc, la France va perdre la guerre. Émile Zola, le capitaine Dreyfus est un traître. André de Cicolella, ce médicament n'est pas dangereux. Voilà. Merci à vous. Vous nous avez permis aussi de dater un peu le phénomène et on a pu voir donc qu'il s'inscrivait sur une large période temporelle. Est-ce que vous avez différentes phases pour ce phénomène concernant donc son évolution, etc. au cours du temps? Oui, et il faut bien voir que c'est une accélération très récente depuis une vingtaine d'années à peu près. Le terme lanceur d'alerte apparaît dans la langue française dans la deuxième partie des années 90, c'est-à-dire 95-96, donc il y a à peine 30 ans. Donc vous voyez, c'est un terme qui est extrêmement récent dans la langue française et qui montre bien que le phénomène est récent. Pourquoi le phénomène est récent? Parce qu'évidemment, la complexité des sociétés modernes aujourd'hui, la complexité du fonctionnement des sociétés modernes, la complexité presque philosophique, si j'ose dire, qui doit nous amener à nous poser des questions sur deux grands sujets qui sont d'une part la liberté individuelle, très importante des hommes et des femmes. Les libertés individuelles aujourd'hui sont menacées dans le monde entier de différentes manières et de différentes façons par toutes sortes
de courants idéologiques. J'insiste, toutes sortes de courants idéologiques. C'est-à-dire que les menaces sur nos libertés sont des menaces généralisées qui sont valables à peu près dans toutes les sociétés. Et deux, cette idée qui, elle, se répand à toute vitesse sur la planète et qui est assez nouvelle, en tout cas pour des gens de ma génération, c'est l'idée du bien commun. C'est l'idée que la planète est un bien commun et que c'est notre devoir, nous, citoyennes et citoyens, de protéger ce bien commun et d'en prendre soin. Et on le sait aujourd'hui, compte tenu des menaces climatiques, compte tenu des formes de développement industriel encore aujourd'hui, compte tenu évidemment de l'usage très répandu des hydrocarbures dans toutes sortes de secteurs économiques, l'automobile, l'aviation, l'industrie, etc. On sait que ce bien commun qu'est la planète est menacé. Et donc, liberté individuelle, bien commun, sont des valeurs qui aujourd'hui sont devenues plus importantes depuis 30 ans sur la planète qu'elles ne l'étaient les 30 années précédentes. Et donc, cette idée qu'il faut défendre nos libertés individuelles contre souvent les États, contre la brutalité des États, cette idée qu'il faut défendre le bien commun contre à la fois les États et les grands groupes industriels et les grands intérêts économiques qui souvent, aux yeux des populations, agissent contre les populations. Et là, on en a mais des dizaines, voire des centaines d'exemples de lanceurs et de lanceurs d'alerte, de lanceuses et de lanceurs d'alerte, pardon, qui, elles et eux, ont agi sur toutes sortes de terrains qui font que aujourd'hui, les lanceurs d'alerte, on en trouve bien sûr dans les grands pays occidentaux, sur des grands phénomènes, je reviendrai dans quelques instants sur un cas que je trouve particulièrement intéressant, mais on en trouve aussi sur toutes sortes de petits sujets dans des sociétés qui concernent directement les gens de ces sociétés. Je pense par exemple à des formes de pollution dans beaucoup de pays en Amérique du Sud, donc a priori loin de mon monde et loin du vôtre, mais c'est notre monde, puisque en Amérique du Sud, qu'est-ce qu'on fait ? On produit des fruits que vous allez, vous et moi, consommer. On produit des avocats, on produit des ananas, on produit des mangues, on produit des litchis, enfin bref, on produit toutes sortes de fruits qui vont être consommés dans le monde entier, principalement dans les régions qui ne produisent pas ces fruits et légumes. Et comment on les produit en Amérique du Sud, ces fruits et légumes ? On les produit à grand renfort de pesticides. Pesticides qui sont pour la plupart interdits dans d'autres pays, en particulier qui sont interdits en France. Donc en France, on interdit de produire des légumes ou des fruits avec certains pesticides, mais on autorise les consommateurs à acheter des produits qui viennent par exemple du Costa Rica et qui contiennent ces mêmes pesticides. Vous voyez, donc le travail de lanceur d'alerte, c'est à la fois le petit paysan de Costa Rica qui va dire on est en train d'empoisonner mes terres, on est en train d'empoisonner mes rivières, on est en train d'empoisonner mes enfants, puisque les cas de cancer dans certaines régions de production agricole d'Amérique centrale et latine ont littéralement explosé ces 20 dernières années, littéralement explosé, des cancers chez les enfants. Donc, je vais protéger mes enfants, mais je dois faire le lien avec vous et moi, consommateurs d'Occident, qui vont acheter du jus d'ananas, d'Occident ou d'ailleurs dans le monde d'ailleurs, qui vont acheter du jus d'ananas sans savoir les conditions de sa production. Donc, vous voyez, lanceur d'alerte, c'est je dénonce la condition de ma production, mais je dénonce les conditions de commercialisation des produits sur un front, par exemple, des supermarchés en Europe de l'Ouest. Merci beaucoup pour cet exemple très détaillé. Je me permets tout de même de revenir sur la question du premier lanceur d'alerte. J'ai pu voir à travers les recherches qu'il y avait plusieurs exemples de proclamés premiers lanceurs d'alerte, comme Martin Luther, qui a placardé les 95 thèses sur les murs de l'église catholique, Jan Karski dans les ghettos de Varsovie, ou encore le premier qui apparaît lorsque nous conduisons cette recherche sur Internet, qui est Daniel Ellsberg. Comme je vous l'ai dit, pour moi, la première vraie lanceuse d'alerte, c'est Jeanne d'Arc. Et ensuite, bien avant lui, c'est Émile Zola.
avec J'accuse. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même, le phénomène s'est accéléré effectivement dans les années 70 aux États-Unis, avec plusieurs exemples qui sont des exemples américains, qui sont liés à des situations de conflit, si vous voulez, voire de guerre ouverte, puisque aux États-Unis, les premières fuites importantes de documents, les Pentagon Papers, dont vous parlez à l'instant, sont liées à la guerre du Vietnam, qui est conduite à cet instant précis. D'une manière générale, les grands lanceurs d'alerte américains qui vont marquer l'opinion mondiale, et pourquoi ils vont marquer l'opinion mondiale? Par l'importance des révélations qu'ils vont faire. Et donc, les deux très grands lanceurs d'alerte des 20 dernières années, on va dire, sont pour l'un américains, Edward Snowden, avec les révélations sur le programme PRISM, qui était un programme de surveillance de la Terre entière par les États-Unis. Quand je dis de la Terre entière, c'est de la Terre entière. C'est-à-dire qu'on a découvert, au moment des révélations de Snowden, que par exemple, les deux précédents présidents de la République française, Nicolas Sarkozy et François Hollande, avaient tous les deux été écoutés par PRISM, c'est-à-dire par les Américains, sur leur téléphone portable personnel. C'est-à-dire que ce qui intéressait les Américains, c'était pas d'écouter les conversations professionnelles des présidents de la République française, c'est d'écouter leurs conversations personnelles. Et donc, conversation personnelle dit vie privée et dit éventuellement matière à information peu connu du grand public. Donc, Edward Snowden va révéler des dizaines et des dizaines de millions de textes, de messages de surveillance, tout comme va le faire quelques années plus tard, mais presque de manière concomitante, Julian Assange, avec les Wikileaks, qui, lui, vont principalement raconter et révéler les turpitudes des Anglais et des Américains au moment de la guerre contre Saddam Hussein et de ce qu'on a appelé les mensonges d'État. Et donc, qu'est-ce que va faire Snowden? Il va dévoiler la manière dont les États-Unis surveillent le monde entier. Et qu'est-ce que va faire Assange? Il va dévoiler la manière dont les États-Unis ont menti au monde entier. Et ça vaut à Snowden et à Assange, compte tenu de l'ampleur et de la puissance des révélations qu'ils vont faire, ça leur vaut évidemment des ennuis jusqu'à la fin de leur jour. Alors, vous voyez, je ne dis pas que c'est les premiers lanceurs d'alerte, mais ce que je dis, c'est que ces deux-là, Snowden et Julian Assange, sont probablement les plus importants parce qu'ils ont marqué un véritable tournant. Après, vous citiez comme exemple tout à l'heure Jan Karski. Jan Karski, ce qui est intéressant, évidemment, dans ce personnage, c'est qu'il avait toutes les informations, mais qu'on ne l'a pas écouté du tout. Personne ne l'a écouté, c'est-à-dire que personne ne l'a cru. On croyait qu'il ne disait pas la vérité. Et on croyait qu'il ne disait pas la vérité pour des raisons d'ailleurs principalement politiques. Ça n'arrangeait pas du tout Roosevelt, qui était à l'époque le président des États-Unis, ça n'arrangeait pas du tout Roosevelt de se lancer dans des opérations spécifiques contre les camps de concentration et les ghettos dans lesquels on exterminait les Juifs à l'époque, en 1942, tout simplement parce que les Américains n'étaient pas militairement prêts à ces interventions-là en Europe à l'époque. Et donc, ça a été très compliqué. Et donc, Karski, d'une certaine manière, avec ses mauvaises nouvelles, il tombait très très mal. Merci beaucoup, Monsieur Stern. Merci à Blas aussi pour cette introduction des caractéristiques des lanceurs d'alerte. Alors après avoir identifié qui étaient ces individus ou ces groupes, peut-être faut-il s'interroger maintenant sur le phénomène de héroïsation qui leur est souvent réservé. Alors nous allons regarder pour cela un petit extrait cinématographique. On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi, pas pam-pam girl. Ça va être Hiroshima. C'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. J'ai besoin de renforts, de vrais pros.
Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe ce médoc, réveillez-vous les gars. Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi? Oui. La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pour le service des malades, alors pourquoi faire ce métier? On va se faire tailler en pièces! Pas de panique. J'arrête, c'est fini. J'ai pas les épaules. Je n'en peux plus. Tu reviendras jamais complètement si t'as pas été au bout. J'ai peur. Il n'y a pas de vrai combat sans peur. Tous les vrais résistants ont eu peur. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je vous pose la question à laquelle votre livre répond jamais. Combien de morts? Devant un résultat surprenant, posez-vous d'abord la question. Et si c'était vrai? Vous êtes donc sur Radio LFIM, c'était un extrait de La fille de Brest, film de 2016 réalisé par Emmanuel Berco. Je vais donner la parole maintenant à Sophia, mon élève. Est-ce que, Sophia, tu trouves que c'est un extrait intéressant pour aborder cette problématique de l'héroïsation des lanceurs d'alerte? Comme on sait dans de nombreux films sur les lanceurs d'alerte, il y a une héroïsation. Pourquoi, selon vous, on assiste à une telle héroïsation? Il y a une phrase dans l'extrait du film qu'on vient de voir que dit une victime à Irène Frachon, puisque cette personne c'est Irène Frachon dans le film. Combien de morts? Combien de morts? En l'occurrence, pour cet extrait de film qu'on a vu, pour Irène Frachon, c'est plusieurs centaines de morts. C'est plusieurs centaines de personnes qui ont été victimes du Mediator, ce médicament que Madame Frachon a dénoncé. Et, si vous voulez, la bataille qu'elle a menée contre le laboratoire pharmaceutique Servier, laboratoire pharmaceutique qui était connu en France pour sa proximité avec les pouvoirs, et notamment avec le pouvoir politique sous la Ve République, que ça soit Georges Pompidou, que ça soit Valéry Giscard d'Estaing, ou que ça soit plus tard Jacques Chirac. Donc voilà un laboratoire au cœur du système politique. Voilà un laboratoire au cœur du système de santé français. Voilà un laboratoire qui va gagner des centaines de millions de francs puis d'euros avec un médicament dont les contre-effets sont connus de tous. Donc, qu'est-ce que fait Irène Frachon? Elle ne va pas dénoncer le médicament. Elle va mettre sur la place publique ce que les pouvoirs publics et le laboratoire eux-mêmes auraient dû dire aux gens. C'est-à-dire, ce médicament est dangereux pour tel et tel type d'usage. Parce qu'un médicament n'est pas dangereux en soi, il est dangereux selon les usages. Et donc, pour moi, qu'il y ait des films sur Irène Frachon, qu'il y ait des articles de journaux, qu'elle fasse des livres et tout, tant mieux. Tant mieux si derrière, il y a d'autres personnes, des médecins, des biologistes, des gens dans les professions de santé, qui vont dénoncer d'autres médicaments, d'autres produits, et encore une fois, en France ou ailleurs, dans le monde, parce que chaque pays a ses propres scandales sanitaires, ses propres médicaments douteux et ses propres pratiques commerciales et industrielles très discutables dans la production, en particulier de produits de santé et de médicaments. Donc oui, on donne une vision évidemment héroïque, évidemment c'est Hollywood, il y a d'autres films qui ont été tournés, mais au fond pour moi c'est quand même positif parce qu'au moins ça met les choses sur la scène publique de manière large et ça donne une idée aussi, dans le cas de ce film que j'ai vu, La fille de Brest en l'occurrence, ça donne aussi quand même une idée de la solitude des gens au début de leur combat. C'est pas facile, je vous assure. Donc, il y a eu de nombreux lanceurs d'alerte, comme Edward Snowden, qui se fait condamner à cause de leur acte. Et est-ce que vous pensez que l'héroïsation de ces gens dépend uniquement des peines qu'elles peuvent recevoir dues à leurs actes, ou du fait que leur acte en eux-mêmes est héroïque?
pour moi, je dirais que le mot héroïsme n'est pas tout à fait adapté à cette situation. Il y a un grand point commun entre les lanceurs d'alerte et les journalistes, c'est-à-dire entre ces gens-là qui ont toutes sortes de métiers et les gens qui font le même métier que moi, c'est cette idée de révéler. Cette idée de révéler. Donc pour moi, révéler ne comprend pas d'héroïsme. Quand je fais un article sur tel ou tel sujet et que j'essaye de révéler quelque chose à mes lectrices ou à mes lecteurs, je ne le fais pas par héroïsme, je le fais parce que c'est le combat pour l'information et pour la vérité, et puis que par ailleurs c'est mon métier. Mais je dirais que pour un lanceur d'alerte, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quelle que soit la pression de la société, quelles que soient les manières dont vous vivez et tout, bah vous vous dites, ça, c'est pas possible. C'est pas possible que je sois complice de cette situation. C'est pas possible que je sois complice de cette, malversation à l'échelle parfois d'un pays et qui met parfois en danger l'idée même de ce pays. Et puis, jusqu'à quel point je suis prêt à payer le prix de tout ça. Je vais vous donner un exemple parce qu'il m'a beaucoup frappé. C'est encore quelqu'un que j'ai rencontré dans mon travail pour Amnesty International, comme journaliste. Donc, il s'appelle Antoine Deljour, Antoine Deljour. Il était auditeur et contrôleur de gestion dans un grand cabinet d'audit mondial qui s'appelle PricewaterhouseCoopers. Ce garçon a dénoncé, il était basé au Luxembourg, dont je vous parlais tout à l'heure, et il a dénoncé des malversations de la banque qu'il était chargé de contrôler pour son cabinet d'audit. Il m'a raconté, je l'ai vu à l'époque, il y a plusieurs années et tout, qu'il avait beaucoup hésité à faire ça, puisque qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour lui, directement? Quand il a commencé à faire ses révélations, d'abord, il a été licencié, suspendu, puis licencié de son travail. Donc, il a perdu son travail. Donc, il a perdu ses sources de revenus. Donc, c'est une situation difficile quand même. Surtout quand vous dénoncez les turpitudes d'une banque et que vous travaillez pour des banques. C'est pas forcément évident de vous dire qu'après, vous allez être réengagé. Et Dezio, il s'est engagé dans une procédure judiciaire avec ce que ça comporte comme temps passé, comme frais pour payer les avocats, pour s'organiser, pour préparer sa défense, comme on dit. Ça a duré 4 ans. 4 ans. Évidemment, au bout de 4 ans, il a été acquitté. Donc il a gagné. Donc la justice française a reconnu la pertinence de son choix et la validité de son travail. Et ça a pris 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, il a perdu son boulot, il a dû chercher un autre boulot, il a dû réorganiser sa vie. Et donc il me disait, c'était au moment du procès, à la fin du procès, de son acquittement, il était très content, on mangeait au restaurant avec sa famille, avec ses amis, on était une trentaine comme ça, et il était à Nancy, mais il disait, à la fin du dîner, il nous disait, est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que j'ai eu tort? Et donc, voilà un garçon qui avait passé 4 ans de sa vie à se battre pour une cause, et qui, in fine, se demandait si cette cause, c'est-à-dire la cause de la vérité, si ce statut qu'il avait obtenu, grâce à des évolutions législatives, de lanceur d'alerte, était finalement pour lui le bon choix. Je ne peux pas répondre à sa place, mais vous voyez qu'on est quand même très loin de l'héroïsation. Oui, je me demandais si les lois qui existent comme en France avec la loi Sapin, est-ce que vous pensez que elles ont un réel impact sur la vie des lanceurs d'alerte et si elles sont également appliquées ou pas? Écoutez, le gros avantage de ces lois, c'est qu'elles offrent une forme de protection. En tout cas en France, parce que je ne peux pas parler ailleurs, je n'ai pas les informations suffisantes. En France, elles offrent une protection nécessaire aux lanceurs d'alerte. Mais elles ne sont pas suffisantes. Pour que ça soit efficace, il faut que les citoyens et les citoyennes, c'est-à-dire la population, prennent en compte le travail des lanceurs d'alerte. Le lanceur d'alerte n'est rien s'il n'a pas d'audience, si derrière les gens ne l'écoutent pas.
on parlait d'Irène Frachon avec l'extrait du film et du travail qu'elle avait fait. Irène Frachon a été suivie parce qu'elle a d'abord été écoutée par des journalistes et ensuite, du coup, par le grand public, l'opinion. Elle est passée à la télé, il y a eu le film, etc., etc., etc. Ça a contribué, évidemment, à populariser son combat. Donc aujourd'hui, vous avez une protection relative de la part de la puissance publique. Mais cette protection relative ne remplace quand même pas cette idée que vous risquez de perdre votre travail, vous risquez de devoir refaire votre vie, vous risquez, il le racontait aussi Antoine, de perdre des amis, des collègues qui considéraient, comme on dit en français, que vous avez craché dans la soupe, c'est-à-dire que vous n'avez pas reconnu l'importance de leur travail alors que vous n'avez fait évidemment que dire la vérité. Alors merci Sophia, merci Monsieur Stern pour cet éclairage intéressant sur la représentation héroïque des lanceurs d'alerte que l'on retrouve bien souvent dans les médias ou dans les productions culturelles de façon générale. Alors nous allons maintenant tenter de voir s'il n'y a pas également un écho plus négatif à la légende dorée de ces individus. C'est pourquoi je vous propose tout de suite de visionner un deuxième extrait cinématographique. Le titre du jour, la Maison-Blanche blâme sévèrement la publication de plus de 90 000 documents militaires classifiés. Il dresse un portrait que certains vétérans de cette guerre connaissent très bien. Beaucoup plus de pertes civiles qu'il n'a été rapporté. Pertes américaines inexpliquées, tactiques de combat douteuses. La fuite a contraint la Maison-Blanche à défendre sa stratégie en Afghanistan. La transparence du gouvernement est une chose que le président considère comme très importante. Mais le vol de renseignements classifiés et leur transmission constituent un crime. The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. Le plus dangereux pour la sécurité nationale, est-ce Wikileaks ou une mauvaise politique américaine? Après la publication du rapport de guerre sur l'Afghanistan, Wikileaks a annoncé qu'il est en possession de plus de 250 000 câbles diplomatiques américains et qu'il compte les publier sous peu. J'ai une source en Colombie qu'on va devoir exfiltrer. Oh mon Dieu, Poutine va péter les plombs. Il faut qu'on prévienne encore combien de nos sources dans le Moyen-Orient? On essaie encore de joindre nos contacts à Téhéran. Ok, bien, continuez le travail. Je viens de parler à la Libye. Ils sont très inquiets à propos de l'ambassadeur. On rappelle l'ambassadeur. Très bien tout le monde, écoutez-moi. Il me faut au moins une dizaine de noms de sources de haute importance qui pourraient être mises en danger lorsque ces câbles seront publiés. Si on peut affirmer qu'Assange a du sang sur les mains, on pourra faire tourner les choses à notre avantage. Vous êtes bien sur Radio LFM, c'était un extrait du film Le Cinquième Pouvoir réalisé par Bill Condon en 2013 et qui met en image l'histoire de la fondation de Wikileaks. Safia, est-ce que tu as pu retirer de cet extrait des choses intéressantes par rapport à notre problématique? Bonjour monsieur. Donc, ma première question, c'était d'après vous, où se situe en fait la frontière entre lanceurs d'alerte et traîtres et espions qui divulguent des informations confidentielles qui peuvent parfois nuire en fait à la sécurité de l'État. Comment, d'après vous, on peut les distinguer les uns des autres? C'est une excellente question parce que vous êtes au cœur du sujet. Et il y a un lanceur d'alerte il y a quelques années en Grande-Bretagne, donc chez nos voisins anglais, qui avait dénoncé la sécurité des sous-marins nucléaires britanniques. Donc, le danger étant évidemment que des fuites éventuelles dans ces sous-marins menacent la population. Et comme vous le savez, la menace atomique est une menace à prendre très au sérieux. Eh bien, ce garçon qui était marin, la première chose qu'a fait le gouvernement britannique, ça a été de le jeter en prison. En prison. Tu révèles quelque chose qui est important, mais du point de vue de la loi britannique, tu es un traître. Parce que tu révèles un secret d'État qui est que les sous-marins nucléaires sont en mauvais état. Donc, le traître, d'une certaine manière, à mes yeux, il avait raison d'être un traître. Parce qu'il a prévenu les Britanniques que les sous-marins nucléaires avaient besoin probablement de meilleurs entretiens, de plus de budget et tout. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé. C'est que dans les années suivantes, il a été libéré au bout de 18 mois. Donc, vous voyez, à chaque fois,
peut-être qu'il a été traître, mais il l'a payé, ça. Hein. Il a fait 18 mois de prison, 1 an et demi. Quand vous êtes jeune, c'est quand même pas rien, 1 an et demi de prison, juste pour avoir dit la vérité, hein. Juste pour avoir dit il y a un problème avec la sécurité des sous-marins nucléaires. Mais n'empêche que l'année suivante et l'année d'après, le gouvernement britannique a augmenté le budget de la sécurité de ces sous-marins nucléaires. Et que donc, ça prouve bien que cette personne avait raison. Alors, cette personne, j'aurais été le ministre des armées britanniques, non seulement je l'aurais sorti de prison, mais je lui aurais donné une médaille en lui disant « Mon gars, c'est formidable ce que tu as fait, tu as évité une catastrophe à l'armée britannique. » Vous pensez bien que pas du tout. Ce qui lui est arrivé, c'est que sortant, il n'avait pas fini son contrat militaire, mais que l'armée lui a demandé de renoncer à son contrat militaire et donc a fait ce qu'on appelle la rendue à la vie civile. Et donc, vous voyez, le garçon fait quelque chose de bien pour la communauté, pour le bien public, comme on disait tout à l'heure, mais ça lui vaut la prison, ça lui vaut la perte de son emploi et ça lui vaut aucune reconnaissance de son gouvernement, si ce n'est que le gouvernement a fait ce qu'il a dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire mieux entretenir les sous-marins nucléaires. Donc, est-ce que c'est un traître? Est-ce que c'est un héros? Pour moi, je vous le dis franchement, c'est plutôt un héros. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Notre question était comment équilibrons-nous en fait la nécessité de maintenir des secrets d'État avec la responsabilité de divulguer des informations au public lorsque ces révélations touchent des questions d'intérêt général. Bien entendu, ça pose la question de ce que c'est qu'aujourd'hui un secret d'État. Et c'est très intéressant de voir que nos sociétés, compte tenu des médias, qui ont pris le pouvoir dans le fonctionnement de nos sociétés. Quand je dis médias, c'est les réseaux sociaux en particulier, qui sont devenus protéiformes, mais qui sont devenus absolument mondiaux. Hein. Aujourd'hui, vous avez des centaines et des centaines de millions de personnes qui s'informent en même temps avec les mêmes informations sur des réseaux sociaux qui peuvent être différents pour le coup selon l'âge. Les personnes plus âgées vont être plus sur Facebook, les plus jeunes vont être plus sur TikTok, les gens plus politisés vont être plus sur X, etc. Mais grosso modo, vous avez cette masse d'informations qui va circuler. Et à l'intérieur de cette masse d'informations, vous en avez certaines qui vont sortir parce qu'elles vont être au-dessus du lot par leur importance. Jusqu'à présent, ces informations qui sortaient, elles étaient soit produites par des médias dont c'est la spécialité de mener des enquêtes et de faire de l'investigation. Donc, vous avez par exemple en France, vous avez un média qui s'appelle Mediapart. Aux États-Unis, vous avez un média qui s'appelle The Intercept. Et ces médias se sont fait comme spécialité de mener des enquêtes et donc de révéler des choses, de faire de l'investigation. Mais l'investigation, même si vous révélez des informations, vous n'êtes pas lanceur d'alerte, vous êtes journaliste. Cette information, c'est l'information qui est délivrée par les journalistes, qui est de l'investigation et qui est différente de l'information qui est divulguée par les lanceurs d'alerte, qui est de la révélation. Et donc, aujourd'hui, dans cette espèce de monde où vous avez d'un côté les réseaux sociaux, de l'autre côté les médias, et notamment les médias d'investigation, et enfin, en bout de chaîne, le public, c'est-à-dire vous et moi, qui sommes quand même dans une situation où vous avez un monde extrêmement complexe autour de nous, à la complexité croissante, et vous avez besoin, vous cherchez, comme citoyenne, vous cherchez à avoir le plus possible de l'information précise sur des choses auxquelles vous avez envie qu'on vous révèle des vérités qui vous semblent cachées. Parfois, il n'y a pas de vérité cachée. Parfois, il y en a beaucoup. Et donc, face à des États qui sont des États de plus en plus complexes, eux aussi de plus en plus opaques, de plus en plus fermés, même si la démocratie est une valeur qui monte apparemment sur la planète, en réalité, que les États aient des régimes démocratiques ou qu'ils aient des régimes dictatoriaux, leurs pratiques vont être la même. Et ce qui domine aujourd'hui la pratique des États, et ce qui est d'ailleurs très inquiétant du point de vue des libertés publiques, c'est que les États, que ce soit des démocraties ou que ce soit des dictatures ou que ce soit des régimes un peu entre les deux, se méfient
de leurs citoyens et de leurs citoyennes, et donc vont prendre toute une série de mesures contre leurs citoyens et contre leurs citoyennes, contre les droits de leurs citoyens et contre les droits de leurs citoyennes. Et de ce point de vue-là, les lanceurs d'alerte sont très importants parce qu'ils vont empêcher ou tenter d'empêcher ou contribuer à empêcher un certain nombre de régimes, de dictateurs et d'hommes politiques de faire peser une loi de fer sur les citoyens de la planète, quels que soient d'ailleurs les pays dans lesquels ils vivent aujourd'hui. Donc, il y a aussi une critique récurrente des lanceurs d'alerte, c'est l'intéressement présumé de ceux-ci. Donc, prenons l'exemple de Julian Assange, fondateur de Wikileaks, que vous avez mentionné plus tôt. Il s'est présenté aux élections sénatoriales de 2013 en Australie. Pensez-vous que l'appât du gain ou des convictions politiques peuvent être aussi des motivations de certains lanceurs d'alerte, ce qui, pour le coup, va délégitimer leur combat? Très certainement et très probablement, je dirais plus exactement, il y a chez certains lanceurs d'alerte l'appât du gain, mais je peux vous assurer que ce n'est pas, loin s'en faut, la majorité des cas. Même Julian Assange, qui avait toutes sortes de calendriers personnels, vous l'avez dit, des ambitions politiques personnelles, qui avait des calendriers judiciaires personnels aussi, avec des mises en cause pour quand même un viol, ce qui n'est pas rien. Donc Julian Assange n'est certainement pas un personnage a priori recommandable. Mais enfin, il a apporté à l'humanité la preuve, je dis bien la preuve, que la plus grande puissance militaire du monde, les États-Unis à l'époque, avait menti à l'ensemble de la planète, à vous, à moi et à tous les hommes et les femmes de cette planète. Il nous avait menti. Donc, il nous a apporté la preuve de ça. Et quelles ont été les conséquences pour Assange? Il a vécu de 2012 à 2019, 7 ans dans un placard pratiquement de l'ambassade d'Équateur à Londres. Et depuis 2019, après 7 ans enfermé à l'ambassade d'Équateur à Londres, depuis 2019, il est dans une prison britannique dans l'attente de son procès d'extradition vers les États-Unis. Donc, vous voyez, depuis 2012, on est maintenant en 2024, ça fait déjà 12 ans d'enfermement, 12 ans de solitude, 12 ans dans lequel s'il a mis un peu d'argent de côté, s'il est corrompu, ce que je ne sais pas, il peut pas profiter beaucoup de son argent. Donc, voilà. Pour un des lanceurs d'alerte les plus connus et les plus discutables du point de vue de la personnalité, comme Julian Assange, la situation n'est quand même pas formidable du point de vue individuel. Et personnellement, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Merci énormément Jean Stern pour la réponse d'ensemble apportée par vos soins à cette problématique. Alors peut-être avant de laisser la parole à la salle et ensuite de nous quitter, nous aurions une dernière question à vous poser, et cette question est la question du bac. Alors Jean Stern, comme vous le savez peut-être, nos élèves de lycée première terminale sont confrontés en fin de parcours à une épreuve finale qui consiste en 2 exercices, dont l'un d'eux est la fameuse composition. Cette composition doit répondre à un sujet, le plus souvent par un plan en 3 parties. Alors le sujet qui s'affiche à l'écran, comme vous voyez, est le développement d'Internet. Permet-il une amélioration de l'information? Alors Jean Stern, est-ce que le sujet vous inspire? Est-ce que vous auriez éventuellement un plan à nous proposer? Internet a permis incontestablement une grande progression du volume d'informations à travers le monde. Il faut citer des exemples très simples. Par exemple, vous prenez un quotidien français comme Le Monde, qui est l'un des plus importants quotidiens français. Le volume d'informations que Le Monde publie tous les jours sur Internet est égal à 500 fois, je dis bien 500 fois, le volume d'informations que publiait Le Monde dans une édition papier ordinaire il y a 30 ans. Donc on voit bien que le volume d'informations a considérablement gonflé, que la longueur, par exemple, des articles, que l'introduction de nouveaux éléments d'information, qui sont les sujets vidéo, qui sont l'exploitation de la photo sous différentes formes, par exemple le diaporama, qui sont évidemment des formats adaptés
aux écrans, l'ordinateur, la tablette, le téléphone, fait que le volume d'information aujourd'hui est absolument considérable. Est-ce que la qualité de l'information est au rendez-vous? C'est comme tout dans la vie, il y a à boire et à manger. Vous avez aujourd'hui, grâce à Internet, la possibilité d'avoir des informations plus variées, différentes, dans différentes langues. Vous pouvez lire à Paris des informations en espagnol, en chinois, en russe, en hébreu, en arabe, dans la langue de votre choix. Et donc vous avez accès à une diversité d'informations qui est très 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 difficile de connaître auparavant. On ne trouvait pas, il y a 30 ans, de journaux en langue arabe à Paris, par exemple. Mais ce volume très important d'informations que nous donne Internet tous les jours, cet accès à différentes formes d'informations ne préjuge pas pour autant de la qualité de ces informations. Et c'est bien le point noir. L'information nécessite en effet d'être vérifiée, validée, contrôlée. On emploie un mot qui est sourcé. Une source d'information est une personne qualifiée qui va vous donner une information qui va vous permettre de la donner à vos lecteurs et à vos lectrices parce que cette information est validée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sources dites anonymes sur Internet, et donc des informations qui ne sont ni validées, ni vérifiées, ni contrôlées, et donc c'est malheureusement le règne du grand n'importe quoi. Donc la situation aujourd'hui de l'information sur Internet est très contradictoire, profusion d'informations, accès à de nouvelles sources qui étaient difficiles à obtenir autrefois, mais évidemment, moindre contrôle de la qualité, de la pertinence et de la justesse des informations. Merci beaucoup, Monsieur Stern, pour l'ensemble des réponses apportées à la problématique. Avoir éclairci comme ça l'aspect courageux et aussi la prise de risque très importante de ces personnalités, c'est très précieux pour nos auditeurs et pour nos élèves. Merci à vous, merci aux élèves pour leurs questions variées, intéressantes et qui nous ont permis d'avoir cette bonne discussion sur un sujet qui effectivement est un sujet qui pose de nombreuses questions de nature philosophique, morale et aussi sur l'évolution générale de notre planète. Merci encore pour votre temps et à très bientôt. Merci bien. Au revoir, monsieur.